Donc, déjà, bonsoir à tous. Bonsoir pour ce tout premier webinaire de Covid-19 Africa Pantech consacré à la riposte socio-économique et aux solutions apportées aux entreprises africaines face à la crise du Covid-19. Donc, peut-être avant de vous présenter, je me présente moi-même. Je suis Riyad Selmani, responsable webinaire pour Covid-19 Africa Pantech. Et je vais peut-être commencer par redire ce qu'est Covid-19 Africa Pantech. Donc, c'est une association créée récemment face à l'urgence du coronavirus qui regroupe à la fois des entrepreneurs, des chercheurs, des étudiants, mais aussi des professionnels qui sont en fait unis par cette volonté de lutter contre les effets socio-économiques du coronavirus et de mobiliser vraiment les ressources locales, les ressources africaines pour préparer cette riposte face à cette crise qui s'annonce. Et donc, à cet effet, parmi nos activités, nous avons décidé d'organiser des webinars pour rassembler des personnalités, des acteurs économiques africains pour recueillir leurs solutions. Donc, en vous remerciant encore d'être là avec nous ce soir, je vais peut-être commencer par vous présenter et rappeler que donc, ce webinaire il sera accessible en ligne au www.covid19africa.tech. Donc, bien sûr, n'hésitez pas surtout à me couper si je dis des éléments erronés et à ajouter des éléments si vous le souhaitez. Donc, nous avons le plaisir tout d'abord d'accueillir Madame Anne-Marie Sodatonou, qui est experte comptable mémorialiste et donc qui cumule près de 17 ans d'expérience, dont une grande partie acquise en cabinet, en France et aussi des cabinets internationaux, et qui est maintenant associée dans son propre cabinet, Thalys Conseil, en Côte d'Ivoire. C'est bien ça, Madame Sodatonou? C'est bien ça. Vous pouvez peut-être juste nous dire brièvement quelles sont les activités principales de votre cabinet? D'accord. Alors, au niveau du cabinet, bon, on propose des missions classiques que l'on peut trouver dans tous les cabinets d'expertise. Donc, on a un volet expertise, un volet audit, donc avec du commissariat légal et contractuel. Et par contre, la spécificité de notre cabinet, c'est qu'on a un gros volet conseil et spécifiquement conseil adapté aux PME. Et donc, on fait beaucoup de missions sur le social également, l'externalisation de la paye et de la fiscalité. Donc, mon associé et moi-même avons eu des expériences dans les directions d'entreprise. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça nous permet d'avoir vraiment un recul pour pouvoir accompagner et conseiller nos clients qui font face à des difficultés que seuls les entrepreneurs peuvent parfois comprendre. Voilà. Très bien, merci beaucoup. En deuxième, peut-être monsieur Saïd Abganra, qui est directeur du groupe, pardonnez-moi peut-être si je le prononce mal, Managere et Associés, donc qui est un cabinet de conseil et de formation aux entreprises, qui je crois est présent dans plusieurs pays. Peut-être vous pouvez nous dire dans quel pays est-ce que votre cabinet opère et aussi quelles sont ses activités principales? Oui, absolument. Alors, vous le prononcez bien, c'est bien Managere Associés. C'est un cabinet qui est basé en France, qui a été créé en France il y a 17 ans maintenant, qui est présent en Côte d'Ivoire, qui est présent aussi au Bénin, qui est présent en Tunisie et au Ghana. Et donc, qui opère dans ces différents pays. Notre métier, on complète un peu ce que fait Madame Sodatonou. Nous intervenons autour des ressources humaines en faisant du conseil aux entreprises par rapport à leur organisation, comment devenir plus performant, mais avec comme cœur de notre préoccupation les hommes. On fait également de la formation en management, en développement personnel et en développement commercial. Et on fait du coaching de dirigeants. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur le cabinet. Merci beaucoup, c'est très clair. Et en troisième, enfin, nous accueillons monsieur Richard Mpongo, donc, qui lui est Head of East Region, donc au sein du cabinet Akili Consulting, qui je crois est une entreprise spécialisée dans la gestion des risques opérationnels et réglementaires liés aux activités d'import-export. Et je crois aussi que vous avez un background dans les activités de banque commerciale. C'est bien ça, monsieur Mpongo? Si vous pouvez peut-être aussi détailler les activités, peut-être aussi de votre cabinet. Effectivement, j'ai un background en banque, mais actuellement, je travaille pour le compte du cabinet Akili Consulting, qui est un cabinet, comme vous l'avez dit, spécialisé en gestion des risques réglementaires et opérationnels. Nous accompagnons les auditeurs
l'audit comptable et l'autre audit gestion de ressources humaines, dans ce sens que aujourd'hui, lorsque vous évaluez un risque en entreprise, très souvent les auditeurs évaluent le risque financier. Et le risque financier se limite à ce que pourrait coûter une mauvaise gestion de ressources humaines, ce que pourrait coûter une mauvaise gestion fiscale, une mauvaise gestion de la comptabilité. Mais très souvent, ils oublient de voir ce que pourrait coûter une mauvaise gestion des risques réglementaires, une mauvaise gestion de la connaissance de la réglementation d'un pays, d'un pays à un autre. Parce que lorsqu'une multinationale va travailler dans un pays X, elle se doit d'intégrer les fondamentaux réglementaires. Et nous accompagnons dans cela. Donc, nous accompagnons nos opérateurs économiques à respecter la réglementation et à travailler en conformité avec les lois en vigueur dans le pays dans lequel ils s'implantent. Et en l'occurrence, la RDC, là où nous sommes un peu plus présents. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ces éléments de présentation. Et peut-être le mot risque, c'est ce qui va nous permettre de faire la transition parce que je pense que c'est un élément qui va revenir beaucoup dans cette crise du coronavirus. Donc peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, de vous demander dans un premier temps votre ressenti global peut-être sur cette crise, sur ses effets socio-économiques, en voyant les entreprises avec lesquelles vous travaillez, le secteur dans lequel vous travaillez. Peut-être je vais commencer par 2-3 mots sur cette crise du coronavirus. Bien sûr qui est avant tout une crise sanitaire, comme on le sait, une crise d'une pandémie mondiale, donc qui a épargné aucun continent, mais de manière surprenante pour certains, de manière explicable pour d'autres, le continent africain, au final, apparaît comme un des continents les moins touchés et peut-être a déjoué en fait les pronostics les plus négatifs qui prévoyaient des millions de morts. Donc le continent africain paraît aujourd'hui, par rapport à la crainte qui est exprimée au début de la pandémie, celui qui résiste le mieux. On comptait par exemple au 4 juin près de 162 000 cas et 4 600 morts sur le continent, ce qui est déjà beaucoup, mais qui, comparé aux autres continents, paraît encore peu. Mais bien sûr, et ce qui nous réunit aujourd'hui, ce qui nous réunit ce soir, c'est la crise économique. La crise économique et financière qui est bien sûr mondiale et qui risque cette fois-ci, malgré la résilience africaine face à l'urgence sanitaire, de toucher de plein fouet les économies africaines. Et peut-être en première ligne les entrepreneurs africains, les entreprises africaines. Et pour donner quelques chiffres, donc selon la Banque africaine de développement, qui prévoyait dans 2019 pour 2020 une croissance de 3,2% du PIB africain, ces estimations ont été revues à la baisse avec une prévision d'une baisse d'entre moins 0,2 et moins 5% de points de PIB, ce qui est énorme. Et peut-être sur le front de l'emploi, et ce qui concerne du coup directement les entreprises africaines, c'est cette destruction massive d'emplois qui pourrait aussi arriver sur le continent africain, avec pour l'Union africaine près de 20 millions d'emplois qui pourraient être détruits dans le secteur formel comme dans le secteur informel, et pour l'ONU, ça pourrait aller jusqu'à 50 millions d'emplois, ce qui est donc énorme. Et c'est donc ce qui nous rassemble ce soir, cette volonté d'explorer peut-être les voies possibles, les solutions possibles. Et je crois savoir cette crise en tant qu'expert de ce monde de l'entreprise africaine, vous la vivez au quotidien, vous voyez ses effets. Et donc, j'aimerais tout d'abord connaître votre sentiment brièvement sur, chacun votre tour, sur ces effets globaux, comment vous les ressentez, cette crise, les effets de cette crise sur l'écosystème des entreprises en Afrique. Je vais peut-être commencer par vous, Monsieur Saïd Abgarwan. Peut-être que pouvez-vous nous dire... Alors, je peux vous en dire quelques mots. Effectivement, c'est assez paradoxal. Alors, sur la résilience africaine, méfions-nous parce qu'apparemment, sur les 3 dernières semaines, les chiffres ont un peu augmenté. Mais ce qui est rassurant, c'est que le taux de mortalité reste très, très bas. Donc, ça reste une bonne nouvelle. Alors, j'ai la chance de pouvoir comparer à ce qui se passe en France avec ce qui se passe en Afrique, notamment. Alors, je laisserai Mme Sodato nous parler de la Côte d'Ivoire. Je suis en lien régulièrement avec mon associé qui est en Côte d'Ivoire et mon associé qui est au Bénin et en Tunisie. Ce qui est assez paradoxal, c'est que véritablement, autant les chiffres de mortalité sont très hauts en France,
autant les chiffres sont très bas en France, autant la réaction pour retourner au travail a été plus rapide, me semble-t-il, en France et en Afrique. Nous, on a démarré, en France qu'en Afrique, on a démarré, on a fermé nos locaux le 12 mars en France. Et je suis depuis déjà un mois et demi, on commence déjà à travailler sur des appels d'offres sur le mois de juin, sur le mois de septembre, etc. Et je suis assez dans mon domaine d'activité, hein, je ne vais pas généraliser. On est quand même dans un métier d'homme, on va sur le terrain, on va rencontrer des hommes, on fait des formations en salle, il y a du monde, etc. Je suis un peu étonné par la réaction de certaines entreprises qui ont tout arrêté, qui ont vraiment tout arrêté, assez brutalement. Et alors, effectivement, il fallait le faire dans un premier temps. Mais quand le feu au mois de mars, c'était justifié, le feu au mois d'avril, c'était justifié, mais là, on a un peu plus de recul. On sait que le virus, malheureusement, il faudra faire avec, et on devrait pouvoir relancer l'activité progressivement en tenant compte du contexte. Et moi, ce qui me fait peur, effectivement, vous avez raison de le souligner, ce qui me fait peur, c'est que finalement, l'Afrique va gagner la bataille de la maladie et qu'on risque de perdre la bataille de l'économie. Et ce qui m'inquiète aussi, c'est que j'ai l'impression, parce que malheureusement, j'ai connu avec ma Nigérie deux crises profondes, la crise de 2008 et celle d'aujourd'hui. Et malheureusement, je crains que certaines grandes entreprises, certaines structures qui font travailler beaucoup de PME, et qui font travailler beaucoup de PME, ne profitent de cette crise pour ajuster leurs comptes, pour faire, je n'aime pas le dire ainsi, pour assainir le compte ou pour faire le sale travail, j'en sais trop rien. Voilà, donc effectivement, l'activité dans mon domaine d'activité a été vraiment stoppée. J'ai des PME dans mon écosystème qui ont vraiment du mal parce qu'ils ont du mal à avoir des interlocuteurs avec qui parler. Même pas parler d'activité au mois de juin, pas parler d'activité au mois de juillet, mais commencer déjà à parler du mois de septembre, commencer à imaginer des projets, à travailler sur le mois de septembre. Or, je pense qu'on y viendra tout à l'heure, malgré tout ce qu'on pourra proposer comme aide, comme prêt, comme fiscalité, comme tout ce qu'on pourra mettre sur la table pour aider les PME à s'en sortir, il y a une chose qui pour moi est fondamentale, c'est la capacité des entrepreneurs, les grands, les petits, les moyens, à relancer une dynamique commune. Je pense que ça, ce sera la clé, parce que les prêts, il faudra les rembourser à un moment donné, et que sans activité, on ne pourra pas les rembourser. Je vous remercie. Avant de laisser peut-être la parole à nos autres intervenants, donc d'une certaine manière, profondément, une crise différente. Vous avez dit que vous avez connu deux crises avec votre groupe, donc une crise qui s'annonce quand même d'une certaine manière aussi assez différente de celle du passé et qui risque aussi d'avoir des conséquences de long terme. Oui, non seulement des conséquences de long terme, mais véritablement, je me l'explique pas. Je me l'explique pas pourquoi cette crainte du lendemain aussi forte. À nouveau, il ne s'agit pas de dire que le Covid est terminé. Je ne sais pas mon propos. Il faut vivre avec. Enfin, on va vivre avec peut-être pendant 1 an, 2 ans. Avant ça me paraît une évidence. Mais on sait aujourd'hui avec le recul, on a la chance de faire ce webinaire le 12 juin. On sait aujourd'hui avec le recul les mesures qu'il faut prendre pour être préservé. On sait comment il faut faire. On sait qu'il faut travailler, il faut encourager le travail à distance. On sait beaucoup de choses aujourd'hui par rapport à cette pandémie. Mais il y a une peur très forte. Je pense que M. Mpongo et peut-être Mme Sedotoun pourront confirmer ou infirmer vos propos, mais il y a une crainte très, très forte. Or, on sait tous qu'il n'y a pas de business, il n'y a pas d'économie sans confiance en l'avenir. Et je trouve qu'il y a une peur en l'avenir qui me fait très peur. La crise de 2008-2009, c'était une crise financière, donc tous les secteurs n'étaient pas concernés. Donc, la plupart des secteurs ont été touchés progressivement dans le temps. Mais là, en fait, c'est l'ensemble de l'économie de tous les pays qui s'est arrêté du jour au lendemain. On pourrait faire le tour des secteurs d'activité, mais il y a des secteurs qui sont à l'arrêt, d'autres... voilà, nous, on est carrément à l'arrêt, ça fait 2-3 mois qu'on est à l'arrêt.
À nouveau, on peut peut-être rattraper les 2-3 mois sur le reste de l'année, à condition que la notion de confiance revienne. S'il n'y a pas la confiance, nous, non seulement on ne rattrapera pas l'année, mais je pense qu'il y a d'autres business qui, même si la confiance revenait, ne rattraperaient pas leur année, mais pourraient se relancer pour aller chercher des affaires en 2020. Donc, il y a une crise de confiance que je n'arrive pas à m'expliquer. Et tout le monde, malgré l'abondante littérature qu'on a sur les réseaux sociaux, je vois très peu de personnes expliquer cette crise de confiance. Je suis très curieux d'entendre M. Pongo et Mme Soudatonou sur cet aspect-là des choses. Peut-être, Monsieur Mpongo, vous voulez réagir à ce qui vient d'être dit, puis Madame Soudatonou. Bon, en tout cas, je suis totalement d'accord avec Monsieur Agbarin. Excusez-moi. Très bien, c'est ça, c'est bien. Avec Monsieur Agbarin, que la crise est d'abord une crise de confiance et une crise qui touche tout le monde. Parce que, par exemple, dans mon secteur, parce que je travaille en étroite collaboration avec des entreprises minières, mais vous verrez que la plupart des entreprises minières ont résilié la plupart des contrats de sous-traitance qu'ils avaient, ou des contrats, si je peux me permettre de dire, qui n'étaient, je peux dire, pas trop essentiels. Or, j'habite la RDC, la République démocratique du Congo. Le gros du secteur économique est drivé, si je peux me permettre de dire, par le secteur minier. Et lorsque le secteur minier tourne au ralenti, c'est toute l'économie qui tourne au ralenti. Vous verrez par exemple que le budget de la RDC a d'abord été divisé par 2 par rapport à ce qui avait été signifié au début. 10 milliards de dollars qui est descendu à 5 milliards si mes chiffres sont bons. Après, il y a des discussions pour le réduire encore de 35%. Donc, vous comprenez que le secteur minier, avec les problèmes que le Covid a emmenés, a posé problème. Et au-delà de cela, vous avez tout ce qui se passe en termes de confinement. Et M. Agbarin, spécialiste en ressources humaines, comprend mieux cette situation. Parce qu'aujourd'hui, certains miniers se rendent compte que s'ils avaient 2 à 3 personnes pour un poste, mais qu'avec ce confinement, il ne reste plus qu'une seule personne et que la personne fait correctement le travail avec l'aide de la technologie, on a besoin de recruter demain pour le même poste d'autres personnes. Alors, si on doit recruter demain pour le même poste, donc ça voudrait dire qu'on prendra des middle managers ou peut-être des juniors qui seront encadrés par le senior. Donc, ce qui fait que les revenus dans ce domaine vont vraiment baisser. Et au-delà de ça, sur le plan fiscal aussi, les États vivent des impôts et les entreprises ne produisant plus correctement, les impôts vont baisser. Si on prend aussi sur le volet logistique la chaîne d'approvisionnement, certes, la production a baissé. Au-delà de la baisse de la production, les coûts d'approvisionnement des matières premières, si je peux me permettre de dire, est passé du simple au double, ou voire au triple. Parce qu'aujourd'hui, si vous deviez prendre une semaine pour importer un bien ou une pièce de rechange, il vous faut 2 à 3 semaines. Et 2 à 3 semaines, c'est un coût supplémentaire. Ouais. Donc, je pense que Madame Soudatonou pourra mieux nous dire sur le volet comptable, vu que ça, c'est son expertise. Mais de mon côté, en tout cas, c'est très difficile. Et lorsque vous venez pour apporter un volet conseil, les opérateurs économiques vous disent « Ok, je suis conscient de la valeur ajoutée de des conseils que vous allez m'apporter, mais je pense que le moment n'est pas choisi pour rajouter, supplémenter à mon activité pendant que je cherche à en réduire. » Donc c'est un peu c'est un cercle vicieux. Je dois, mais je ne dois pas. Je dois, mais je ne peux pas. Comment je fais, et voilà. Et c'est tout l'engrenage en fait qui est complètement perturbé par la crise et comme vous avez dit, une crise globale qui touche tous les secteurs et tous les domaines d'activité. Peut-être Madame Soudatonou, à votre tour peut-être de réagir à ce qui vient d'être dit et à votre tour de partager un peu votre ressenti un peu plus global sur cette crise et peut-être en Côte d'Ivoire aussi en me donnant l'exemple de la Côte d'Ivoire, votre ressenti sur cette crise. C'est ça. Écoutez, je pense qu'on va être en phase avec les autres intervenants.
Il est vrai que sur le plan sanitaire, on constate tous effectivement que le continent se sort plutôt pas mal de cette situation, mais finalement, c'est, je pense, la crise économique qui va être le combat le plus difficile, je pense, parce qu'on avait déjà des économies qui n'étaient pas forcément très solides, qui étaient déjà fragilisées. Et aujourd'hui, avec ce type de conflit, même si la Côte d'Ivoire est un peu, comment dire, habituée des conflits, mais c'est vrai que l'ampleur de celle-ci est quand même, comment dire, perturbante, parce que déjà, il y a la rapidité avec laquelle on s'est retrouvé face à cet événement que vraiment personne ne pouvait anticiper. Et donc, c'est vrai que sur le plan sanitaire, la réaction qui peut peut-être avec le recul a pu paraître exagérée au début était justifiée. On était face à quelque chose de méconnu. Il fallait prendre des précautions et je pense que le principe de prudence a prévalu un peu partout, ce qui est parfaitement compréhensible. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, après 3-4 mois de crise et le recul, on commence à se poser des questions sur la nécessité ou sur l'impact de toutes les restrictions qui sont prises sur le tissu économique. En Côte d'Ivoire, on a un tissu économique de PME qui est très important. On a un secteur informel qui est aussi très important. Et c'est principalement ces secteurs-là qui sont impactés très fortement aujourd'hui. Et je pense que les mesures d'aide qui sont mises en face, pour l'instant, ne sont pas forcément à la mesure des besoins et des problèmes que rencontrent toutes ces structures. Il y a énormément de difficultés à gérer en même temps. Comment aider un secteur informel? Comment identifier justement même ces acteurs de l'informel pour pouvoir les assister? Donc, en tout cas, moi, au niveau du cabinet, ce que j'ai pu constater, c'est qu'on a 3 grands types de clients. On a ceux qui sont totalement sinistrés et fermés du fait des mesures légales, tout ce qui est restaurants, écoles, etc. Et on a ceux qui arrivent à passer la crise, c'est-à-dire que c'est des activités qui vivent avec qui ont des contrats récurrents, qui n'ont pas forcément été remis en cause par la crise, mais ça reste quand même un revenu récurrent relativement faible qui permet à la limite de tenir, de faire face aux charges fixes et de maintenir quelques employés. Et puis, on a ceux un peu moins nombreux pour qui la crise n'a pas vraiment d'impact ou a même boosté leurs activités. Donc, certaines PME ont essayé de s'adapter quand même. On a vu le développement de l'emporter, de la livraison chez les restaurateurs, des choses comme ça, la téléconsultation. Donc, beaucoup de gens sont allés sur les nouvelles technologies. Et c'est vrai que c'est pas forcément quand même évident de s'adapter aussitôt à cette forme de travail. Ça demande des coûts, des installations, des habitudes que n'ont pas forcément toutes les catégories d'employés. Donc, ce n'est pas très évident. Nous-mêmes, ici, au niveau du cabinet, on arrive à survivre aux charges fixes par rapport aux revenus récurrents que l'on a. Mais en tout cas, tout le volet conseil, effectivement, aujourd'hui, ça va être difficile. C'était déjà difficile avant la crise de vendre des missions de conseil. Aujourd'hui, c'est devenu encore plus compliqué. Même si le besoin est là, les clients n'ont pas forcément facile à payer ces missions. Donc, voilà, aujourd'hui, on en est là. Et je pense que la Côte d'Ivoire a un caillou de plus dans la chaussure. C'est qu'on a une échéance électorale très importante à la fin de l'année. Donc, au moment où on espère avoir une reprise des activités économiques, on espère qu'il n'y aura pas une autre crise derrière politique. Et donc, tout ça, vous imaginez que ça impacte très sérieusement le moral des entrepreneurs, des salariés, des ménages, bien évidemment.
Absolument. Merci beaucoup pour ce partage de ressenti. Oui, donc on retiendra peut-être voilà, c'est la confiance qui manque et qui est peut-être la plus grande inconnue et qui, tant qu'elle reste la plus grande inconnue, fait qu'on se trouve dans une situation dans laquelle on ne sait pas vraiment où aller, ou quand bien même les solutions existent, on ne peut pas encore prévoir à quel point ces solutions sont adaptées, vu que la situation aussi évolue assez rapidement. Donc, on va pouvoir passer en fait au gros du sujet, qui sont en fait ces solutions que vous pouvez, qu'on- que vous pouvez préconiser, que, en fonction des besoins en fait de ces entreprises que vous voyez, que vous avez dans votre portefeuille d'entreprises que vous suivez, vous voyez sûrement des situations bien sûr très différentes. Mais j'aimerais d'abord vous poser peut-être la question de me dire en peut-être trois mesures ou alors trois domaines dans lesquels ces mesures se font les plus urgentes. C'est-à-dire peut-être des mesures fiscales pour accompagner la trésorerie de l'entreprise qui souffre, des mesures alors plutôt en termes d'emploi, car on a vu que les conséquences en termes d'emploi vont être aussi désastreuses, ou alors des mesures en termes pour épauler peut-être les chaînes de distribution qui, par les mesures de confinement, de fermeture de frontières, ont été aussi très fortement impactées. Donc peut-être pour commencer cette partie sur les solutions et rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir peut-être voilà, ces trois domaines dans lesquels les mesures, ou trois grands types de mesures qui sont pressantes et les plus urgentes pour faire face à cette crise. Monsieur Mpongo, ou Monsieur Saïd, peut-être, vous, si Non, vous voulez comme commencer. vous voulez. Non, Comme non, vous le alors, souhaitez. J'ai cru. C'est comme Dieu vous qui. voulez. Ça a été comment Ok, prévu. je vous en prie. En fait, je peux vous parler de ce qui se passe au Bénin, mais je pense que la Côte d'Ivoire a un plan similaire qui est probablement beaucoup plus richement doté que celui du Bénin. On n'est pas les mêmes pourcentages. Euh, pour une fois, nos États ont apporté des réponses. Le Bénin a apporté une réponse autour de 63 milliards de francs CFA pour aider les entreprises en prenant en charge des salaires, en prenant en charge des charges d'électricité, par exemple, pour les agences de voyage. Il y a quelques mesures comme ça, assez sectorielles, qui ont été prises. Cependant, le problème, ces mesures arrivent au mois de juin. La plupart des activités ont été arrêtées dès le mois de mars. Donc, ces mesures-là, on connaît l'inertie dans nos pays. Ces mesures vont commencer à être effectives et opérationnelles probablement d'ici un mois ou deux. Donc, il y a un problème de timing déjà par rapport à ces mesures-là. Et la plupart des mesures sont, compte tenu de nos États, de la puissance financière de nos États, la plupart des mesures, c'est un peu de saupoudrage ici et là. C'est déjà mieux que rien et c'est déjà bien, mais c'est du saupoudrage. Et la plupart des mesures parlent de 3 mois. Donc, on prend 70% des salaires en charge pendant 3 mois. Donc, ça veut dire que déjà le secteur informel n'est pas pris en compte. Qu'à cela ne tienne, ça peut être une bonne opportunité pour encourager les gens à formaliser plus. Pourquoi pas? Donc, on parle de 3 mois ici, 3 mois là pour accompagner les entreprises. Et moi, mon propos, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que 3 mois, on compte mars, avril, mai, on peut même dire avril, mai, juin, on peut dire tout ce qu'on veut. Si on ne met pas en place des conditions favorables pour que l'économie redémarre avant septembre, ces aides-là n'y pourront rien. La fiscalité n'y pourra rien. Nos pays ont besoin de, M. Mpongo l'a dit tout à l'heure, il faut recouvrer l'impôt pour nos pays. Donc, c'est pas la solution. Moi, je pense qu'il faut véritablement que les patronats, les associations d'entrepreneurs, les grandes entreprises de tous nos pays soient exemplaires. Monsieur Pongo a dit une chose tout à l'heure qui est à souligner, qui est de dire j'ai 3 personnes pour faire un travail, il y en a 2 qui sont en confinement, il y a une seule personne fait le travail et le fait bien, est-ce que je vais recruter? Cette tentation-là, on la retrouve dans beaucoup d'autres secteurs d'activité. Dans le secteur bancaire, par exemple, on pourrait avoir cette tentation-là de dire finalement, avec le confinement, j'ai divisé mon équipe par 2, il y a une partie de l'équipe qui est là, et finalement, ce n'est pas si mal passé que cela. On pourrait avoir cette tentation.
Et si les grandes entreprises, même les opérateurs télécoms pourraient aussi avoir cette tentation-là. Or, je pense que ce n'est pas leur rôle. C'est pas leur rôle de profiter de cette crise pour prendre cette décision d'optimisation. Donc, je pense qu'il y a un travail de fond à faire auprès des grandes entreprises. L'État pourrait être exemplaire en faisant le nécessaire, notamment, par exemple, tout ce qui est dette de l'État, et peut-être payer un peu plus rapidement certaines dettes de l'État. Les grandes entreprises devraient être exemplaires dans leur approche de cette crise. Et pour moi, globalement, il faut absolument que la confiance soit rétablie et qu'il y ait une volonté, une envie très forte de relancer l'économie. C'est ça, à mon avis, la solution clé. Nos États ne peuvent pas faire des plans comme l'Allemagne et la France. Ils n'ont pas assez, et même, ils ne peuvent pas faire des plans comme la France et l'Allemagne, comme les États-Unis. Les mesures qui sont prises sont des mesures un peu de saupoudrage ici et là. En général, c'est des mesures pour aider les entreprises pendant 2 ou 3 mois. Or, ce dont je vous parle, il y a des activités qui sont arrêtées au mois de mars. Et imaginez si ces activités ne reprennent qu'en septembre déjà, imaginez le gap qu'il faudra combler. Donc, toutes les entreprises qui ont déjà du mal l'année dernière, si l'activité n'est pas relancée très rapidement, ben, ils ne passeront pas le cap, quelle que soit l'aide que les États pourraient apporter sur le terrain. Merci. Monsieur Mbongo ou Madame Sodatonou, l'un d'entre vous veut prendre la suite. Je vous laisse. Bon. Allez-y, Madame Sodatonou, je vous en prie. Je vais y aller. Hein. Bon, c'est vrai qu'en termes d'idées pour passer cette crise, c'est pas facile, c'est pas évident, vu l'ampleur de la crise. Monsieur Agbarin vient de le dire, le continent ne peut pas se permettre d'avoir des mesures à la hauteur de celles qui ont été prises en Europe et aux États-Unis, mais malheureusement, j'ai envie de dire qu'en fait, nos économies, elles, auraient vraiment besoin justement de ce niveau d'aide. Aujourd'hui, moi, je suis très inquiète quand même sur la capacité de tous ces opérateurs à redémarrer. Aujourd'hui, on n'a aucune exonération en réalité. Sur le plan fiscal, on n'a eu que des mesures de report. Le problème, c'est que le report, à un moment donné, il faudra bien y faire face et les mois de chiffre d'affaires et d'activité perdus ne seront jamais rattrapés. Ça, il ne faut pas se leurrer. Donc, je pense que sur le plan fiscal, peut-être que justement, il faudrait que nos gouvernants aient vraiment, on n'a pas des moyens colossaux, donc justement, il faut des mesures qui soient efficaces et éviter justement ces mesures qui ne font que du saupoudrage, comme le disait si bien M. Agbarin. Il faudra tenir compte des mois d'inactivité face à l'impôt. Il faudra aussi faire en sorte que l'année 2021 ne soit pas un rattrapage également au niveau des impôts et des taxes. Parce que pour moi, même si on a un redémarrage en septembre-octobre, 2020, dans l'esprit des entrepreneurs ici, est terminé. Hein. On n'a pas d'espoir pour 2020. Aujourd'hui, on est dans un état d'esprit d'essayer de sauver les meubles et de tenir 2020. Donc, il faut des mesures qui aillent au-delà de l'année, juste en 2021 au minimum, sur le plan fiscal, et des mesures qui soient plus, axées sur, je pense, l'emploi et avec une incitation, c'est-à-dire qu'un engagement des entreprises à maintenir l'emploi. Et je pense notamment aussi aux très grandes entreprises qui se sortent bien de cette crise-là. Je pense qu'il y a besoin de mettre en place j'ai pas d'idée précise dans l'instant, mais en tout cas quelque chose de solidaire qui fasse en sorte que les très grandes entreprises qui s'en sortent, aient une certaine obligation de maintenir l'emploi et voir comment on peut essayer de mettre en place des mesures qui permettent d'assister ceux qui en ont le plus besoin, donc les PME, les TPE et puis le secteur informel. Je vous remercie. Monsieur Mbongo, peut-être une réaction et à votre tour aussi, nous partager un peu c'est là où les mesures vous semblent le plus urgentes et là où aussi elles sont peut-être les plus inadéquates.
Mais je dirais, je suis totalement d'accord avec mes deux prédécesseurs pour dire qu'il y a des grands besoins. Mais le problème est que les États africains aujourd'hui n'ont ni les moyens aujourd'hui, n'auront ni les moyens demain pour faire face à cette crise de manière durable. Et moi, je pense qu'il devra y avoir une mutualisation des projets, une mutualisation des solutions sur le plan africain, panafricain, pour arriver à résoudre ce problème. Donc, c'est fléau. Si chaque État africain se veut réfléchir de manière isolée, en tout cas, je pense que l'Afrique ne sortira pas de cette situation. En tout cas, pas de sitôt. Alors, je dirais, en termes de challenge, l'Afrique, nous avons beaucoup de challenges. Donc, si nous devons prendre l'Afrique centrale, un peu l'Afrique de l'Ouest, bon, excusez-moi, je ne connais pas très bien l'Afrique de l'Ouest, je connais un peu plus l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est que l'Afrique de l'Ouest. Mais je dirais que de nos jours, nous avons des défis sur le plan culturel. Parce que imaginez un peu quelle est la perception que l'Africain a aujourd'hui d'une personne qui souffre du Covid. Oui. Aujourd'hui, une personne qui souffre du Covid présente mal qu'une personne qui souffre du sida, je ne sais pas quoi, de la tuberculose ou du cancer, je ne sais pas. Je ne stigmatise pas ces personnes, mais je dis aujourd'hui que tel que nous présentons la situation dans les médias, c'est que si vous souffrez de ça, vous mourrez demain et vous emporterez beaucoup de personnes avec vous, même si ces personnes, je peux dire, même si ces personnes ne le veulent pas. Donc, nous devons travailler sur un plan culturel pour faire comprendre aux personnes que certes, c'est une pandémie, oui, mais chacun de nous peut apporter sa contribution pour que cette épidémie ait une solution. Et que nous serons appelés à vivre avec et nous devons développer plusieurs mécanismes pour cela. Au-delà de cela, nous devons analyser le volet sanitaire. Certes, à ce jour, l'Afrique n'est pas totalement touchée. Au 4 juin, il y avait 160 000 cas pratiquement. Aujourd'hui, il y en a 200 000 et Dieu seul sait où est-ce que nous allons. Si nous étudions un peu la courbe, bon, je ne l'ai pas étudiée correctement, mais la période des pics en Occident s'est plus produite pendant la période, je veux dire un peu pendant l'hiver et la période post-hiver. Oui. Ouais. Absolument. Pendant la même période, en Afrique, il faisait chaud. Maintenant que le nombre de cas commence à se d'eau, c'est la période où en Afrique, c'est un peu notre saison sèche, donc le climat est un peu plus favorable à cela. Trop de poussière, pas de pluie, donc le climat est un peu plus froid. Donc, la période où en Afrique, nous souffrons de la grippe. Donc, si nous devons assimiler le Covid à la grippe, donc nous pourrons dire que très bientôt, ça sera vraiment la période, alors la très mauvaise période pour l'Afrique, parce que si nous regardons avec l'Amérique latine, qui a pratiquement le même climat que l'Afrique, donc en tout cas, on n'est pas sorti de l'auberge. Et à quoi ressemble notre système sanitaire aujourd'hui? Nous devons énormément travailler sur le système sanitaire et bénéficier des apports des autres. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, le Sénégal a, sur le plan développement technologique, développement sanitaire, le Sénégal s'en sort mieux que beaucoup de pays de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ne pas travailler en partenariat avec le Sénégal? Le Madagascar aujourd'hui parle d'un produit qu'ils auraient trouvé. Pourquoi ne pas travailler en partenariat? Nous parlons de panafricanisme. Le panafricanisme ne doit pas se limiter à l'Éthiopie. Lorsque nous allons, comment on appelle ça encore, l'Union africaine, mais le panafricanisme doit intégrer ce que l'autre a de meilleur et partager ces compétences-là, ces connaissances. Et je pourrais aller encore au-delà en disant qu'est-ce que nous avons sur le plan technologique. Aujourd'hui, l'Africain a été content de dire télétravail, mais qu'est-ce que l'Africain résume en termes de télétravail? C'est 6 heures, 7 heures du matin, ne pas aller au travail, donc rester répondre à des mails
En cas de souci, on dit j'ai un problème avec ma La caméra. connexion. Il y a un challenge sur le plan méga bande passante, il y a un challenge sur le plan discipline personnelle, parce que le télétravail, au-delà du volet technologique, implique une discipline personnelle. Je dois continuer à me réveiller aux mêmes heures, je dois prendre mon bain, je dois prendre mon petit déjeuner et puis me loguer sur mon ordinateur et travailler comme si j'étais au travail, au bureau. Ouais. L'Africain n'a pas intégré cela. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Africain perd en termes de rentabilité, non pas parce qu'il ne travaille pas, mais parce qu'il ne veut pas travailler correctement. Donc, un des grands challenges de l'Afrique, tenant compte de ce Covid, serait l'équilibre qu'il devrait y avoir entre la recherche de la rentabilité et le défi, les charges opérationnelles, les coûts humains que M. Agbarin maîtrise mieux que nous tous, et c'est besoin de... Pourquoi? Aujourd'hui, je réalise que je peux ne pas payer un loyer pour des bureaux. Aujourd'hui, je réalise que je peux ne pas avoir X nombre de personnes pour un même poste. Aujourd'hui, je réalise qu'avec l'apport technologique, je peux me faire un peu plus de revenus. Parce qu'il ne faudrait pas se voiler la face, il y a des entreprises qui se font plus de marge aujourd'hui qu'elles ne s'en faisaient hier. Et il y en a d'autres encore qui n'arrivent pas à survivre. Je suis en train de mener une étude sur la mise en place d'un fonds de garantie de crédit pour les petites et moyennes entreprises du secteur minier. Mais il y a certaines entreprises du secteur minier, d'autres qui se font un très bon chiffre. Et il y a des PME qui se font des très bons chiffres aussi. Il y a une PME avec laquelle j'ai discuté dernièrement, son carnet de commandes s'est vu multiplié par 5, 6. Et il y a d'autres PME qui vous disent, écoutez, on ne peut pas, on ne peut plus, nous devons fermer. Mais on ne peut pas fermer. Le ministère, par exemple, en RDC, par exemple, le ministère du Travail a déconseillé aux entreprises de licencier en cette période. Ouais. Mais les entreprises répondent, OK, on ne veut pas licencier, nous comprenons ce besoin-là. Mais dites-nous comment est-ce que concrètement nous faisons pour que nous aussi, entreprises, ne puissions pas mourir. Il y a ce défi-là. Garder les ressources humaines et se pérenniser, ou libérer les ressources humaines et se pérenniser. Ouais. Donc moi je dirais que nous avons des défis sanitaires, nous avons des défis technologiques et nous avons des défis je veux dire, économiques, rentabilité qui entreront en œuvre et nous devons travailler sur cela pour arriver à une solution. Et si je peux paraphraser Émile Durkheim qui disait la sociologie doit s'analyser dans son ensemble, c'est une science socio-toto-globaux. Donc, nous devons globalement analyser ce problème et travailler de manière, travailler ensemble en tant qu'Africains pour résoudre ce problème, parce que les problèmes que nous traversons sont identiques à tous et les solutions ne pourront pas être dispersées. Elles devront être concertées et travailler ensemble. Donc, si je peux un peu réagir à ce que vous venez tous de dire, donc on voit bien en fait que c'est l'aspect très global de cette crise, en fait, qui, d'une certaine manière, comme vous le dites, Monsieur Mpongo, vient mettre en lumière aussi ces vulnérabilités, en fait, qui précédaient la crise et qui viennent s'ajouter, comme vous avez dit, ces challenges qui, en fait, précédaient cette crise et qui viennent, en fait, se rajouter comme une couche supplémentaire à des problèmes supplémentaires qui viennent mettre en lumière ces faiblesses un peu dans les économies africaines. Et deuxième chose que je trouve absolument intéressante, que vous avez tous mis en valeur, c'est cette idée qui va de pair en fait avec la réponse globale. Comme vous l'avez dit, la réponse ne peut pas être que sur le plan économique, mais en fait, elle nécessite une coordination donc, sur le plan économique, sanitaire, politique sûrement. Et donc en fait, la mutualisation, elle requiert en fait, c'est une mutualisation des solutions, puisque comme vous l'avez dit, les États africains pris dans leur singularité n'ont pas les moyens à leur échelle de répondre à tous ces défis qui semblent, au vu de ce que vous avez dit, immenses. Donc une mutualisation en fait des efforts au niveau de l'ensemble des États africains. On pourrait imaginer, c'est vrai que cette intégration régionale, par exemple, dont on parle souvent en Afrique, on cite souvent l'Afrique comme un exemple d'intégration régionale pour
pour ces nombreuses organisations régionales qui se chevauchent sûrement. Et pourtant, c'est vrai qu'on n'a pas entendu encore de solution apportée à une échelle plus grande que la seule échelle des seuls États africains, alors même que, comme vous l'avez dit, les problèmes sont loin d'être seulement microéconomiques à l'échelle des secteurs, à l'échelle des entreprises, mais bien à l'échelle globale de l'économie et donc à l'échelle aussi de l'économie du continent dans sa globalité. Peut-être une chose sur laquelle j'aimerais... Allez-y, allez-y. Je vous en prie, allez-y. Pardon. Ouais. Moi, j'avais un petit bémol quand même à apporter sur la solution panafricaine. Sur le papier, en théorie, je suis d'accord, ce serait vraiment l'idéal. Mais très sincèrement, dans la pratique, je n'y crois que peu. Quand on voit déjà les lourdeurs au sein d'un État, arriver à trouver des solutions à l'échelle du continent, vu la situation d'urgence dans laquelle nous sommes, j'ai un peu de mal vraiment à l'imaginer, à le croire, même si je suis d'accord que dans l'idéal, ce serait la solution à trouver. Par contre, pour compléter et pour revenir à cette notion de confiance dont on parlait tout à l'heure, par exemple, ici en Côte d'Ivoire, il y a plein de mesures qui ont été mises en place. Et j'ai l'impression que dans les mesures dans les réponses, on ne pense qu'à distribuer de l'argent. Il n'y a pas que ce genre de mesures dont on a besoin. Ici, par exemple, l'État a décidé de mettre en paiement très rapidement toutes ces dettes vis-à-vis des sociétés. Bon. Ce qui serait bien aussi, ce serait d'accompagner ces mesures de mesures de suivi, qu'on puisse suivre depuis que l'annonce a été faite, combien de factures, combien de sociétés ont été payées. Et revenir à une situation de transparence comme ça pourrait aussi redonner de la confiance aux gens et permettre peut-être aux gens plus de s'exprimer, trouver des solutions et d'aller vers les gouvernants, les autorités pour trouver des solutions plus durables. Et je pense qu'il faut des solutions adaptées. Il ne faut pas des solutions générales, il faut des solutions adaptées à différents secteurs. Le secteur agro-industrie n'a pas les mêmes difficultés que le prestataire de services, etc. Aujourd'hui, vous prenez un planteur, vous lui donnez des semences, vous lui permettez de tenir encore quelques mois. Et le coût n'est pas forcément très important. Donc aujourd'hui, on parle de milliards, d'accord, mais je pense qu'on peut trouver des solutions qui ne nécessitent pas forcément dans l'immédiat de mobiliser des sommes importantes en cash. Pour compléter ce que vient de dire Mme Sodatono, je pense que par rapport à la notion de transparence, notamment au Bénin, mais je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une proposition similaire. Il y a une proposition de prêt à taux zéro pour aider les entreprises qui a été mise en place. En termes de transparence, en France, par exemple, quand cette mesure a été lancée, chaque PME savait les critères qu'il fallait respecter pour avoir droit à ces prêts-là. On savait que quand on était noté Banque de France, une certaine note, le chargé de compte pouvait prendre la décision tout seul. Et si on avait une note différente, un peu plus dégradée, ça passait en comité de crédit. Les règles du jeu étaient claires. Et là, en fait, on est parmi les solutions. Effectivement, j'aime bien l'idée de cette transparence, de ce suivi. J'aime bien aussi l'idée de clarifier ces milliards-là, qui y a droit et dans quelles conditions. C'est vraiment important parce que s'il n'y a pas la transparence, les PME, puisque l'idée c'est de parler des PME, ils ne vont même pas aller au guichet de la banque pour voir s'ils ont des prêts ou pas. J'ai appelé mon associé au Bénin pour lui dire est-ce qu'on est concerné ou pas. Il m'a dit oh, laisse tomber, ça ne nous concerne pas. Je lui ai dit mais est-ce que tu as pris le temps de le lire? Mais il me dit, parce qu'il y a cette défiance. Il y a cette défiance par rapport à l'État d'une manière générale. Donc effectivement, la confiance, ça passe par la transparence. Et pour moi, il y a aussi un dernier sujet que j'aimerais évoquer sur cette notion de relance. Nos États tiennent globalement grâce à la commande publique et grâce aux grandes entreprises qui salarient beaucoup de personnes. Moi, je pense que c'est normal que j'en parle, puisque c'est un peu mon secteur d'activité. Je pense qu'on a un problème aussi de leadership. Si nos dirigeants sont des dirigeants à Excel, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce que j'appelle le dirigeant à Excel, c'est celui qui, effectivement, se dit j'ai 3 mois d'entrée d'argent en moins, je diminue mes charges de temps et à la fin de l'année, j'aurai 8 ans. Si malheureusement on rentre dans ce calcul, il y aura
des millions, effectivement, de chômeurs, et la crise sera une crise beaucoup plus globale. Si, en revanche, on a des leaders qui comprennent qu'ils ont une question, ils doivent avoir un œil sur le bas de bilan, certes, mais ils doivent aussi avoir un œil sur l'effectif, sur le bien-être de leurs collaborateurs, on est peut-être sorti de l'auberge. Et c'est ça qui me soucie aujourd'hui. C'est ces leaders Excel qui ont une vision très, très économique des affaires, alors qu'en fait, il faut avoir une vision beaucoup plus d'entrepreneurs et de considérer qu'on fait partie d'un système global et qu'il faut effectivement être en recherche de solutions plutôt qu'être en situation de comment on va faire pour limiter la casse. Si la vision, c'est comment on va faire pour limiter la casse, eux vont réussir à limiter la casse parce qu'il y a des entreprises qui ont des fonds propres suffisamment solides pour tenir 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais je connais très peu de PME qui ont des fonds propres suffisamment solides pour tenir cette distance-là. Donc, ces leaders-là doivent être exemplaires parce qu'on parle de la relance des PME, on parle de la relance de nos économies. Ce n'est pas que, Philomena Soda-Tono l'a dit à plusieurs fois, distribuer de l'argent ne réglera pas le problème. Et moi, ce qui m'embête, et j'en aurais fini sur ce point, ce qui m'embête, c'est que quand on discute avec ces dirigeants, quand on parle de comment ils envisagent, quand on essaie de faire ce que Mme Soda-Tono a proposé, de faire du cas par cas avec eux, quelles sont les solutions que tu envisages, comment tu penses, etc. Mais on a su des attitudes, on a su une forme de passivité qui me fait peur. On a mis les collaborateurs en télétravail, ça a été dit et tout le monde en a rigolé, donc ce n'est pas la peine de rajouter. On a mis les collaborateurs en télétravail où on a demandé aux collaborateurs de venir 1 fois sur 2 et je leur dis souvent, mais et après, qu'est-ce que vous allez faire? Et après, on verra. Je dis, mais vous ne vous rendez pas compte, les collaborateurs que vous avez laissés chez eux ou les collaborateurs qui viennent mais qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de projet, quand vous allez relancer le moteur, vous croyez qu'ils vont se remettre à courir comme avant? Ça ne se fera pas comme avant. Et M. Mpogo l'a dit, on aura un problème de rentabilité, d'efficacité, une fois même que le Covid sera fini. Donc, je pense que nos leaders, ce n'est pas que des leaders politiques, les leaders économiques doivent avoir une vision dynamique de la situation et non pas une vision statique de la situation. Donc, si je comprends bien, encore une fois, on revient, on pourrait résumer ça d'une certaine manière à une vision, encore une fois, court-termiste, c'est-à-dire même en regardant les mesures qui ont été mises en place jusqu'à maintenant, comme vous avez dit, des mesures assez de saupoudrage et des mesures qui s'étalent sur un horizon temporel de 3-4 mois. Donc, en fait, ce sont des mesures court-termistes et ce qui manque d'une certaine manière, si j'ai bien compris, c'est une vision beaucoup plus globale en fait, pour l'économie, pour les entreprises africaines, pour leur intégration dans un système beaucoup plus global. Et donc, répondre à la crise seulement par des mesures qui prennent l'horizon temporel estimé de la crise, entre guillemets, c'est se tromper d'une certaine manière sur les conséquences beaucoup plus long terme qu'aura cette crise sur le monde des entreprises africaines. Absolument. Et donc peut-être un point sur lequel j'aimerais bien revenir. Vous avez parlé on va changer un peu de sujet, mais pour revenir, vous avez parlé des marchés publics. Et c'est vrai que les marchés publics, c'est un secteur quand même c'est un point assez important dans de nombreuses économies africaines. Et on a vu qu'il y a eu certaines mesures qui ont été mises en place pour les marchés publics, les entreprises qui dépendent de ces marchés publics. Je crois savoir qu'en Côte d'Ivoire, par exemple, il y a eu des mesures d'annulation, tout bonnement des pénalités de retard associées au retard d'exécution des marchés publics. Mais encore une fois, est-ce que vous voyez des mesures suffisantes pour les entreprises qui dépendent de ces marchés publics, ou alors, encore une fois, on est dans ce même schéma assez court-termiste et qui ne répond pas finalement à l'urgence et à la longévité de ces entreprises, c'est-à-dire ces entreprises qui, au final, pourraient risquer, malgré un apport peut-être une certaine aide à leur trésorerie sur le court terme, qui pourraient tout simplement risquer d'être évincées à beaucoup plus long terme du marché dans lequel elles opèrent. Peut-être. Alors, si je peux répondre rapidement sur la mesure d'annulation des intérêts, pour moi, c'est juste
sans effet. Pour moi, c'est un effet d'annonce. C'est-à-dire que ça me paraît tellement logique. Et c'est-à-dire que même si on analysait les contrats, je pense que même les sociétés d'elles-mêmes pouvaient obtenir cette annulation-là du fait qu'on est dans une situation quand même où il y a une force majeure qui peut être invoquée. Donc, pour moi, c'est techniquement le genre de mesure qui ne servent à rien. Donc, une fois qu'on a annulé ces retards, puisque techniquement, de toute façon, la société ne peut pas respecter les délais, comment elle fait pour attendre la fin de la crise et redémarrer les chantiers? Donc, et c'est là que je dis qu'il faut de la transparence sur les marchés publics. Je pense plutôt que de distribuer, que l'État distribue des fonds aux ménages pour se nourrir ou quoi que ce soit, utiliser ces fonds-là pour payer peut-être d'avance les marchés publics ou juste rattraper le retard même dans les paiements, seraient des mesures qui auraient plus d'effet immédiatement. Qu'est-ce que je voulais dire autre chose aussi? Bon, pardon, j'ai perdu le fil de mon idée, mais bon. Il n'y a aucun problème. Cette mesure n'a aucun intérêt pour moi. Mais tenons, si je peux compléter, les paiements anticipatifs ou d'avance de certains marchés publics impliqueraient des contrôles réels et une transparence dans la gestion, surtout pour nous Africains. Si vous suivez l'actualité en RDC ces jours-ci, vous verrez qu'il y a une série de procès qui se font parce que l'État a eu à anticiper des paiements pour des marchés publics. Et malheureusement, lorsque l'Africain a beaucoup d'argent, il confond la partie l'argent. Résultat et chiffre d'affaires. Il confond résultat et chiffre d'affaires, il confond sa poche et autres, ce qui fait que le travail n'a pas avancé. Donc, là, il y a beaucoup de procès. Pour ne pas que dans d'autres économies, que ce problème que nous connaissons aujourd'hui puisse survenir à d'autres, je pense que nous devons un peu repenser à cela. Et comme l'a dit M. Agbarin, une transparence et de rigueur et de mise pour que cela se fasse correctement. Parce que déjà que la plupart des entreprises, par exemple en RDC ici, pour celles qui n'ont pas pu bénéficier des paiements d'avance, les travaux se sont vus arrêtés, carrément. Parce que pas de paiement, pas de préfinancement des factures par les banques, donc qu'est-ce que l'on fait? Donc on renvoie tout le monde à la maison et les chantiers s'arrêtent. Et lorsque les chantiers s'arrêtent, si ce sont des chantiers d'infrastructures routières par exemple, imaginez le nombre de bouchons qu'il y aura dans nos grandes villes. Ouais, je comprends, ouais, effectivement. Mais bon, sans même aller jusqu'au paiement d'avance, ne serait-ce que faire le point des paiements en retard qu'on pourrait rattraper, je pense que rien que déjà ça pourrait aider quelques structures à tenir. Non, M. Datono, oui. vous en avez parlé tout à l'heure, en fait. Je pense qu'on peut imaginer le paiement d'avance à condition de le lier à une garantie sur l'emploi. C'est ça. Il y a des mécanismes. Quelque part, il faut bien que les grandes entreprises de l'État qui ont la possibilité de tenir, il faut que ces gens-là aient un comportement de leader, quoi, de leader bienveillant, quelque part. Parce que c'est ça, parce que s'ils n'ont pas ces comportements et qu'ils veulent raisonner économiquement, mais beaucoup de PME vont y laisser leur peau. Hein. Beaucoup de PME vont y laisser leur peau. Moi, je vous donne un exemple. En France, on a les mêmes difficultés qu'en Afrique. On travaille avec une grande banque française, pour ne pas le citer, mais on travaille avec d'autres grandes banques en Afrique. Toutes les prestations qu'on a initiées, par exemple, au mois de mars, qu'on a dû suspendre, avec les acteurs, on a discuté pour voir qu'est-ce qu'on peut faire à distance, qu'est-ce qu'on peut anticiper et qu'est-ce qu'ils peuvent nous payer en avance, parce qu'ils savent bien que s'ils ne le font pas, ils vont perdre un prestataire dont ils sont contents, parce que si on doit payer, si on n'a pas d'activité, on n'a pas d'argent qui rentre, on ne tiendra pas le coup. Et c'est ce genre de dialogue que les grandes entreprises d'État doivent nouer avec les différents secteurs pour qu'on se sorte globalement. C'est une discussion qui est basée sur effectivement comment on fait pour préserver l'emploi, comment on fait pour et donner de l'argent, mais en compensation, il y a de l'emploi qui est. C'est ça. Et il faut des compensations qui soient clairement établies à l'avance, noir sur blanc et avec un engagement des deux parties, effectivement.
Et c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure, c'est que par exemple, vous en France, vous avez des notions très claires de qui a accès à quoi, à qui on peut apporter quoi, ce qui nous manque ici. On a effectivement depuis quelque temps des mesures, des fonds qui ont été mis en place pour des subventions, pour des prêts à taux zéro et des prêts à taux réduits. Mais aujourd'hui, quand vous lisez les modalités, je ne vois pas pour l'instant, moi, de mon côté, de contrepartie de la part des entreprises. Je ne vois pas de contrôle de la part de l'État. Ça va se mettre en place, hein, peut-être, mais c'est ce qu'il faudrait vraiment éclaircir et bien huiler et bien verrouiller, je pense. Aujourd'hui, on vous annonce déjà, par exemple, un délai de traitement de 10 jours des dossiers. Bon, on est largement au-delà. Il n'y a pas de retour, de réponse. Donc, il reste encore trop de vagues dans tout ça. Et j'ai des clients qui pourraient accéder, hein, qui ne tentent même pas, un peu comme dans comme votre associé au Bénin, qui aujourd'hui ne tentent même pas parce que bon, je pense qu'il y a un manque de confiance et de transparence des choses. Donc aujourd'hui, on voit beaucoup de solidarité au sein des populations. Le voisin qui peut être son voisin. Moi, ici, j'ai des clients qui peuvent payer de manière anticipée, qui le font, etc. Mais à un moment donné, je pense que attention aussi à ce que cette crise ne glisse pas sur un terrain plus compliqué, parce qu'à la longue, on aura des problèmes d'insécurité et les États ne pourront pas constamment dire que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les moyens. Nous, en 2011, on a mis à plat toute l'économie, les entreprises ont redémarré sans accompagnement et on ne pourra pas sans arrêt aux entrepreneurs de redémarrer leur accompagnement et ensuite arriver à dire bon, il faut payer des impôts, il faut faire ci, etc. Non. À un moment, l'État collecte de l'impôt, etc. Mais quand il y a une crise, il faut aussi pouvoir avoir une réponse. Sinon, ça pose un problème aussi de légitimité quelque part. Mais je pense que parlant de l'impôt, je pense que la plupart de nos pays africains devront revoir leur structure de dépenses. Parce que lorsqu'ils collectent l'impôt, c'est plus pour des dépenses de fonctionnement, faire fonctionner sur les plans salaires, train de vie, que plus pour des dépenses d'investissement et d'anticipation de ce genre de problème. C'est bien de dire, oui, on déjà, on devrait avoir une diminution des postes de voyage, missions, etc. C'est l'avantage du Covid. Si ça répondra réellement aux besoins. Mais permettez-moi de poser une question, c'est que là, nous discutons plus du secteur, nous parlons du secteur formel. Mais qu'en est-il du secteur informel? Parce que le gros de l'économie en Afrique est basé sur le secteur informel. Et le secteur informel, c'est un peu un fantôme. On sait tous qu'il existe, mais personne ne le voit. C'est ça. Comment est-ce que nous pouvons l'accompagner réellement? Parce qu'on peut préserver les emplois dans le secteur formel, ok, mais quel est le pourcentage réel de ces emplois-là comparativement au secteur informel? Et là, j'ai réfléchi à ça quand Madame l'a dit sur le plan de la sécurité. Si nous n'accompagnons pas réellement ces structures informelles, donc, il y aura un taux de criminalité qui va augmenter. Et comment est-ce que nos États pourront faire face à cela si déjà ils n'arrivent plus à collecter l'impôt? C'est très, très compliqué. Et c'est peut-être une opportunité. Cette crise peut être une opportunité justement pour mettre en place quelque chose qui permettra aujourd'hui d'identifier ce fameux secteur informel dont on sait qu'il génère des flux quand même très importants, non négligeables. Donc si aujourd'hui on annonce des aides pour ce secteur informel, ça peut être déjà un début pour faire en sorte que ce secteur informel sorte un peu de cet informel, on peut venir se faire connaître et avoir de l'aide. Voilà. Si ce secteur sait qu'il peut avoir de l'aide, qu'il a une confiance et qu'il se signale, ça peut être un démarrage pour un processus plus large et sur le plus long terme, pour arriver justement à avoir une vision un peu plus claire de ce fameux secteur. Et à long terme même, envisager, et il le faudra bien, je pense, un jour, une taxation qui soit adaptée à ce secteur, parce qu'aujourd'hui, on a une nécessité d'élargir la
fiscale. Ça, Absolument. Si je peux réagir sur ce que vous avez dit, c'est intéressant parce que ce problème, en fait, vous avez commencé par un problème de base fiscale, d'incapacité parfois des États africains, en fait, à collecter la taxe, tout simplement, et ce qui explique aussi l'espace fiscal assez réduit et qui les rend incapables d'avoir des mesures à la hauteur, en fait, de la crise. Et le poids de ce secteur informel. Et donc, on revient à cette question peut-être de cette transition qu'on appelle cette transition fiscalo-douanière. Et en fait, c'est cet accompagnement, cette évolution que doivent connaître les pays africains d'une fiscalité en fait où il y a peu de TVA, il y a peu de revenus plus de taxes sur les revenus. Et en fait, la majorité de la taxe de la base fiscale provient des exportations, de la fiscalité douanière pour les pays, qui sont des pays exporteurs ou qui importent beaucoup. Et donc, en fait, c'est ça. Donc, on voit que l'intégration, en fait, peut-être de ce secteur informel qui joue un rôle clé dans une grande majorité des économies africaines est peut-être une clé, en fait, de la réponse non seulement à cette crise, mais à de nombreux problèmes que connaissent les économies africaines, puisqu'en intégrant en étant capable d'intégrer peut-être mieux ce secteur informel, de trouver des solutions pour ce secteur informel, on élargira la base fiscale, on élargira la capacité, l'espace fiscal qu'auraient les pays africains à dégager des ressources et à ce moment-là, avoir dans un futur peut-être pour des crises prochaines et même en termes budgétaires, une capacité budgétaire beaucoup plus importante que celle qui est la leur maintenant et qu'on voit comme elle est réduite, empêche d'avoir des solutions peut-être à la hauteur rien qu'en termes en nombre seulement déjà, en montant. De toute manière, une chose est sûre, des crises de ce genre, on en aura d'autres. Hein. Ouais. Ce n'est que le début d'une longue série et on sait tous comment nos économies ont du mal à sortir les informels de l'informel, à les rendre formels, c'est une difficulté. Et comme l'a dit Madame Sodatono tout à l'heure précédemment, je pense que ça peut être une sacrée opportunité. Et je pense que les ministres des PME de nos différents États devraient prendre ce projet-là, devraient saisir ce projet-là de toutes leurs forces et y travailler. Et à nouveau, moi, ce qui m'embête, c'est que je n'ai pas l'impression qu'il y ait des leaders, des hommes d'exception qui ont compris qu'il faut profiter de cette opportunité pour recréer une nouvelle Afrique. De toute manière, les mesures techniques, on peut vous en citer plein. Il y en a plein qui sont déjà en place. Nous, vous, d'autres pourront vous en donner plein. Mais ces mesures techniques ne régleront pas le problème si les hommes qui sont au pouvoir, aux responsabilités, n'ont pas une vision long terme. À savoir, il y aura des crises, il y en aura d'autres encore. Comment on rend nos économies résilientes? Parce que la résilience, ce n'est pas que le fait de dire, on n'a pas eu beaucoup de morts. La résilience, c'est revenir à l'état d'avant. Mais revenir à un état d'avant différent. Parce que les états d'avant, on voit bien la fragilité de nos économies. Un petit animal, un pangolais, a mis tout le monde à genoux très rapidement. Ça prouve bien que nos économies ne sont pas robustes. Donc, ce n'est pas de la résilience qu'il nous faut, c'est une forme de refondation qu'il faudrait. Et ça peut être l'occasion, mais à condition que les hommes qui sont aux responsabilités comprennent que leur responsabilité, ce n'est pas d'avoir un bon bas de bilan à la fin de l'année 2020. Ce n'est pas ce qu'on leur demande. Ça ne réglera pas le problème. Absolument. Peut-être, si vous voulez peut-être ajouter quelque chose, Madame Sodatono, Monsieur Mpongo, oui, sur ce qui vient d'être dit. Sinon, c'est vrai que peut-être en revenant à un point qui a été évoqué juste avant, vous avez beaucoup parlé de confiance, de transparence. Est-ce que vous imaginez peut-être une certaine conditionnalité dans les aides, dans les mesures qui sont prises? Est-ce qu'une conditionnalité peut être envisagée? Et cette conditionnalité peut-être permettrait alors des garanties sur l'emploi, mais et aussi d'arriver à à rétablir cette confiance et établir aussi une transparence qui est nécessaire
pour la suite. Avant de continuer, je crois que M. Abganran va devoir nous quitter. J'en suis désolé, toutes mes excuses, mais j'avais un timing un peu serré aujourd'hui, parce que l'inconvénient de travailler depuis le domicile, c'est que la famille n'est pas loin. Donc, je peux pas mentir pour dire que j'arrive, il faut absolument que j'y aille. En tout cas, merci, ravi d'avoir fait votre connaissance, Mme Soudatone, M. Pongo. De même. On pourrait débattre pendant des heures, mais C'est sûr. voilà. Il y a de Merci quoi beaucoup, à bientôt. Je vous remercie, D'accord, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine, en tout cas. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, on va bientôt s'approcher de la fin, mais il nous reste encore une bonne dizaine de minutes. Donc peut-être, voilà, pour revenir sur le point que j'évoquais juste avant, ou alors est-ce que vous avez eu peut-être écho de mesures conditionnelles? On parlait de garantie sur l'emploi, peut-être. Qu'avez-vous à dire peut-être sur ça? Bon, j'y vais. Pour moi, pour l'instant, c'est ce que je disais, les mesures qui ont été prises pour l'instant, pour moi, on peut de demande de garantie en face. Je sens plus, une aide de la part de l'État, mais je ne sens pas de demande de la part de l'État en contrepartie de ces aides pour un maintien de l'emploi ou quoi que ce soit d'autre. En tout cas, rien de contraignant. Et peut-être que ça peut... c'est pas simple quand même comme question parce que... Oui, bien sûr. De manière générale, déjà, avant même cette crise, on avait des problèmes de transparence. Donc, j'ai du mal à imaginer que l'on puisse, en plus, pendant cette période de crise, arriver à mettre plus de transparence déjà. C'est-à-dire que là, je pense qu'il va falloir comprendre si effectivement c'est des crises auxquelles il va falloir se préparer. Je pense que là, il va falloir peut-être qu'il y ait un déclic et comprendre qu'il est temps aujourd'hui de bâtir quelque chose sur le long terme et d'aller... on ne pourra pas se passer de la transparence, de la bonne gouvernance. À un moment donné, il faudra qu'on y arrive. Oui. Monsieur Comment, je ne sais pas. Bon, malheureusement, le sérieux des États diffère d'un pays à un autre, d'un continent à un autre. En Occident, l'État a fait beaucoup, parce que lorsque je regarde ce que les États-Unis ont fait, la Chine et la France par exemple, il y a eu, si l'État avait des réserves qui ont permis de financer l'économie pendant cette période. Mais la plupart des pays africains n'ont pas ce niveau de réserve ou n'ont quasiment pas de réserve. Et vous verrez tous que c'est le secteur privé qui a soutenu l'économie, qui a soutenu l'État pendant ces périodes. Et la réelle question maintenant, c'est est-ce que l'État est suffisamment transparente pour ensuite accompagner ces entreprises post-Covid? Parce qu'il y a certaines entreprises qui ont fait, peut-être pour d'autres, dans certaines économies, ont anticipé sur des paiements d'impôts, ont anticipé sur beaucoup de paiements de factures. Sur la TVA, par exemple, et nous savons tous que la TVA est déductible. Mais l'État, en cette période, a dit, écoutez, il y a des difficultés, je ne pourrai pas vous rembourser votre TVA, mais lorsque cette crise sera passée, comme l'a dit Mme Soudatone, est-ce que les États africains seront transparents, vont rembourser les montants qu'ils devaient à ces entreprises privées? Là sera la question. Parce que, comme l'a dit M. Agbarin, ce n'est qu'une première crise de cette ampleur en Afrique, mais rien ne nous garantit que c'est la dernière. Il y en aura d'autres. Si nous ratons cette relation de confiance aujourd'hui, alors attendons-nous voir une catastrophe si jamais des pareilles crises se produisaient dans le futur. Absolument. Donc en fait, en amont, un manque de transparence qui lui-même à son tour cause un manque de confiance qui est mutuel, l'absence de transparence dans
les procédures publiques d'attribution d'aide, dans les décisions même qui sont prises par l'État, qui à leur tour ne donnent pas confiance aux entreprises. Et sans cette confiance, la reprise risque d'être trop lente, voire impossible et très douloureuse. Donc ça, qu'on peut un peu conclure de ce que vous avez dit. On s'approche de la fin. J'aimerais peut-être vous laisser chacun votre tour, nous donner peut-être un dernier mot. Si vous aviez peut-être un plaidoyer à formuler aux décideurs, aux États africains face à cette urgence, et pas seulement à l'urgence, comme vous l'avez tous si bien dit, pour l'avenir, puisque la vision court-termiste n'est absolument pas la bonne à avoir, et c'est une vision de long terme qu'il faut. Si vous aviez un plaidoyer, voilà, un dernier mot à adresser à ceux qui sont maintenant en charge de prendre les décisions pour soutenir ces économies africaines qui risquent dans les mois à venir et peut-être même dans les années à venir de subir encore pendant très longtemps les conséquences négatives de cette crise du Covid-19. Monsieur Mpongo, peut-être si vous voulez commencer. Je demanderai à la plupart de nos dirigeants africains d'arrêter, excusez-moi l'expression, c'est vraiment pas l'expression adéquate, mais je me permets quand même de le dire, d'arrêter de vivre au détriment des contribuables, de se mettre un peu à la place de ceux qui se lèvent un matin, chaque matin, pour aller créer leur richesse. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos politiques, de nos dirigeants africains, se lèvent le matin et n'ont qu'à passer dans des chaînes de télévision, dans des médias, discuter, parler politique, excusez-moi de dire, se permettre de dire certaines choses pas très courtoises sur d'autres et autres, et à la fin du mois, se font payer, ou nous savons tous comment est-ce que nos politiques vivent. Ouais. Qu'ils se remettent un peu à la place des personnes qui se lèvent un matin, chaque matin, et vont sans savoir si à la fin de la journée, elle sera positive ou négative. Ouais. Ma femme et moi tenons un restaurant. Et je pourrais vous dire que depuis le mois de mars jusqu'à ce jour, le restaurant est fermé. Nous avons dû réfléchir sur comment passer à des livraisons de nourriture à domicile et dans des bureaux, tout en sachant que l'Afrique subsaharienne n'est pas encore dans ce domaine où je commande la nourriture pour manger à la maison en famille, je commande la nourriture pour manger avec des amis, je commande la nourriture pour manger au bureau. Je viens avec mon bol au bureau ou je rentre manger chez moi en famille, ou vraiment je suis dans le strict minimum. Dites-nous comment est-ce que ces structures feront pour survivre. Et ces structures, ces restaurants, ce genre de structures qui sont à cheval entre le formel et l'informel, nous peut-être nous sommes dans le formel, mais il y a d'autres qui sont dans le formel. Dites-nous comment est-ce que ces personnes, ces structures ou ces animateurs feront demain pour faire étudier leurs enfants, pour payer leur loyer, bref, pour vivre. Mais nous, peut-être, nous avons les moyens de mettre la main à la poche pour accompagner ce secteur pour qu'ils ne puissent pas vivre, mais ce qu'ils ne savent pas le faire, comment est-ce qu'ils font? Ils vont épuiser leur stock pour arriver à survivre, mais après la survie, qu'est-ce qu'il adviendra? Lorsqu'on a survécu et qu'on a tout épuisé, lorsqu'on a atteint le fond, on ne peut plus aller plus bas, on n'a qu'une seule solution. Deux solutions, soit accepter de mourir ou de remonter en surface. Et là, déjà que les États africains, les populations africaines ont longtemps souffert, si nous ne gérons pas correctement cette crise, nous risquons de voir des révolutions dans un très court terme, et ces révolutions ne favoriseront pas l'image de l'Afrique et ne vont pas faciliter aussi notre expansion, comment je peux le dire, notre entrée dans ces économies émergentes. Nous aimons bien le dire aujourd'hui, nos États aiment bien le dire, nous allons émergence X, mais cette émergence a des conditions, et ces conditions passent par une survie et un équilibre social.
Et les équilibres sociaux, excusez-moi, en Afrique ne sont pas loin d'être rompus. En tout cas, je pense que nos États africains, nos politiques et nos dirigeants doivent vraiment, alors vraiment au-delà de tout, travailler sur les équilibres sociaux en Afrique. Sinon, ça sera la catastrophe dans les mois et si pas les années à venir, c'est même loin, dans les mois à venir. Merci beaucoup, Monsieur Pongo. À vous, peut-être, Madame Sodatounou. Oui, non, effectivement, je pense que cette crise en tout cas, envoie un signal, un message pour dire que nos États ne peuvent plus continuer à gérer des pays tels qu'ils l'ont fait jusqu'à maintenant. À un moment donné où on arrive au bout et il faut repenser les choses, sinon effectivement on va au-devant de graves problèmes. Donc il va falloir, même si j'y crois que peu, je suis un peu pessimiste, mais bon, il faudrait garder un petit peu d'espoir. Il va vraiment falloir effectivement qu'il y ait des notions de rigueur, de valeur qui reviennent au premier plan. Et une des raisons, on a dit que sur le plan sanitaire, on a quand même un peu de chance, le continent a été quand même globalement par rapport aux autres un peu épargné. Mais je pense qu'une des principales raisons de cet état des faits, c'est aussi la pyramide des âges. C'est-à-dire que nous avons une population qui est jeune, qui est importante, et on ne peut pas continuer à diriger des États si il n'y a pas de confiance et d'espoir en l'avenir. Sachant qu'en plus, la majeure partie de nos populations sont jeunes, il faut pouvoir donner de quoi espérer et rêver à ces jeunes-là, parce que sinon, demain, qu'est-ce que vous en faisiez? Ça va être une bombe à retardement. Donc aujourd'hui, il faut repenser les politiques et remettre au cœur des principes, comment dire, des priorités, l'éducation. L'accompagnement, on peut identifier des jeunes brillants, les accompagner et faire en sorte qu'ils reviennent sur le continent apporter quelque chose au pays. Bon, il y a énormément de choses à faire et comme je le dis, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place qui ne nécessitent pas forcément des décaissements importants d'argent. Mais c'est une question de volonté. Et j'espère que ce qu'on pourra tirer de positif de cette crise, c'est que certains s'en rendent compte et qu'on arrive à aller dans ce sens. Espérons-le. Et peut-être pour conclure, d'une certaine manière, en fait, la solution à cette crise réside d'une certaine manière dans une solution bien plus globale et trouver des manières de régler ces problèmes de gouvernance, tout simplement, de nos États africains qui, par leurs problèmes de gouvernance, ne peuvent accompagner en fait à la fois ces entreprises qui émergent, cette jeunesse qui en fait ne demande qu'à être intégrée dans ce monde du travail, mais sans se confronter à ce problème de fond de gouvernance. La solution à cette crise déjà du Covid-19 ne pourra pas être trouvée car elle ne peut pas résider seulement dans des solutions sporadiques et court-termistes et on ne pourra pas non plus aborder l'avenir avec confiance et peut-être confiance, je pense que c'est le mot le plus important qui a été évoqué ici et que nous allons retenir peut-être pour conclure. Et je vais vous laisser avez-vous peut-être un dernier mot à ajouter avant que nous passions à la conclusion et que je vous laisse vous en aller en vous remerciant. Peut-être un dernier mot? Bon, mon dernier mot, ça serait de dire que j'espère que dans 2-3 mois, nous aurons une autre session dans laquelle nous pourrons venir annoncer des résultats palpables de ce qui a été mis en place. Vous serez les bienvenus avec grand plaisir. Monsieur Mpongo, peut-être un dernier mot? Oui. Et comme Madame Sodatounou l'a dit, je pense que la prochaine fois que nous allons nous retrouver, nous dirons que les économies africaines sont solidement, positivement sorties de cette crise et que nous avons retenu les leçons et que demain, nous pourrons enseigner à d'autres économies comment faire face à ce type de pandémie.
Mais écoutez, espérons-le, et c'est à mon tour de vous remercier. Merci beaucoup. Je pense que cette discussion a été très constructive et elle ouvre d'une très belle manière le bal des webinars de Covid-19 Africa.tech. Et gardons espoir pour la riposte économique pour les pays africains qui nécessitera, comme vous l'avez dit, confiance et transparence. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était un plaisir. Très bonne soirée à vous. Bonne soirée. Merci. Merci.